Bonjour, ou plutôt bonsoir, et bienvenue à ce nouveau webinaire, ce nouveau podcast, ce nouvel épisode de Cyril Malka sans divan, qui s'intitule donc « Accusé, levez-vous ». Aujourd'hui, je vais vous parler de la culpabilisation, du blâme et en fin de compte de l'autodénigration sur pas mal de points. Avant tout, je me présente ou je me représente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Cyril Malka, je suis psy et hypnothérapeute dans les sciences psychologiques cognitives. J'ai travaillé avec la psychanalyse au départ, mais très rapidement, fin des années 90, je suis passé à la psychologie cognitive. Si vous voulez en savoir plus sur moi, parce que sans ça, on risque d'y passer la soirée, donc vous pouvez aller sur ma page internet et sur malka.fr, et là, il y a tout un onglet qui s'appelle « Qui et où est Cyril Malka ?» et vous pouvez vous y plonger et voir ce que vous voulez voir. Le but de ce webinaire, c'est surtout de parler de la culpabilité et surtout de parler de comment arrêter la culpabilité. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Cette leçon est en fin de compte, en grande partie, toute la leçon est tirée d'une leçon que je donne pour les gens qui veulent devenir coach de vie. J'ai des formations par Internet, des formations à distance pour devenir coach. Et donc ça, c'est une leçon sur laquelle je base justement pour les explications sur la culpabilité, que j'ai réduite quand même, vous n'avez pas toute la leçon parce qu'elle dure beaucoup plus longtemps, que j'ai réduite donc pour ce webinaire. Là, on vient de me dire que le son est coupé. J'espère que c'est pas... Est-ce que vous m'entendez? Oui, si, il y a le son. Oui, si, il y a le son. Ok, très bien. Merci. Maintenant, il ne faut pas me faire des peurs comme ça, hein. Donc, pour arrêter la culpabilité, quelque part, il va falloir commencer par voir l'essence de toutes les perturbations émotionnelles, en fin de compte, dans la plupart des cas, quelque part, c'est placé en un mot qu'on appelle le blâme. Qu'on blâme soi-même ou qu'on blâme les autres, qu'on blâme la chance, la société, sa femme, son ex-femme, son mari, ce que vous voulez. À partir du moment, quelque part, où si on veut arrêter la culpabilité, quelque part, il faut commencer par soi-même, c'est-à-dire qu'il faut commencer par arrêter de blâmer les autres. Quelque part, cette idée que l'on a de blâmer les autres, ça vient de ce qu'on appelle une idée irrationnelle. Alors, quand je parle d'idée irrationnelle, je ne parle pas d'idée négative ou positive, je parle d'une idée irrationnelle, c'est-à-dire une idée qui n'est pas en relation avec la réalité. Nous avons des pensées irrationnelles, nous avons des idées irrationnelles, et nous avons des pensées rationnelles et des émotions rationnelles. Et ça, on les a dans le positif comme dans le négatif. Maintenant, il y a une idée irrationnelle, quelque part, qui dit que lorsque quelqu'un, qui que ce soit, agit de façon immorale, énervante, agaçante, méchante, injuste, etc., il est normal que je le blâme et que je le vois comme une personne qui est méchante, bête, immorale, quelque part, que l'on juge la personne. La plupart d'entre vous, vous êtes sûrement sur Facebook, et le nombre vous savez, de ces mèmes, c'est-à-dire ces images avec des textes différents qu'on peut voir, le nombre d'images qui disent « ne me juge pas avant d'avoir vécu ma vie, blablabla, blablabla », ce sont généralement des images que vous ne verrez pas sur ma page parce que l'idée est irrationnelle. Nous jugeons tous. Nous-mêmes, nous jugeons. À partir du moment où quelqu'un vous fait une queue de poisson sur l'autoroute et que vous allez redresser votre voiture et que vous dites « oh putain, quel con !» vous venez de le juger en ce moment. Nous jugeons les situations, nous jugeons les personnes constamment. Donc, pourquoi n'est-il pas normal, quelque part, que les autres nous jugent aussi? Et vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous juger. C'est aussi simple que ça. Et cela vient justement de cette idée rationnelle que lorsque quelqu'un donc agit d'une façon positive, c'est une personne super, incroyable, etc. Et si c'est une personne qui agit d'une façon négative, dans ce cas-là, on va juger cette personne, on va la blâmer. Et pourquoi est-ce que cette idée est rationnelle? Parce que c'est bien simple, c'est marrant. Moi, j'arrive là avec mes gros souliers, puis je vous dis, mais ça, c'est une idée rationnelle. Oui, mais
La preuve, docteur. En fin de compte, cette idée d'étiqueter une personne comme étant mauvaise ou méchante, ça vient d'une idée théologique, d'une doctrine théologique dite du libre arbitre. Ce qui veut dire que la personne a toujours une parfaite liberté de choix, en personne étant tout à fait libre. Et même si, bien entendu, on ne peut pas dire que c'est la faute de la société, que ceci, que cela, je suis parfaitement d'accord, on ne peut pas s'empêcher de constater que nous sommes des personnes influençables. Nous sommes influencés par les personnes de notre entourage, par les médias, par les pubs, par les informations, par les désinformations, par les ceci, par les cela. C'est une jungle en ce moment, et ça l'a toujours été. Donc, même si on a quelque part une espèce de libre arbitre, c'est quand même dépendant, notre choix va quand même être dépendant de la situation dans laquelle on est et de la façon dont on réagit, la façon dont on pense. Si certains d'entre vous connaissent l'hypnotiseur anglais Darren Brown et parlent l'anglais parce que malheureusement ce n'est pas traduit en français, essayez de trouver ce petit film qui s'appelle The Heist, petit film de 45 minutes quand même, où Darren Brown a pris des chefs d'entreprise et qui croyaient aller dans l'une de ses formations, des formations de leader. Et en fin de compte, Darren Brown a utilisé des techniques hypnotiques, des techniques d'influence, des techniques psychologiques pour, quelque part, leur faire faire à ces personnes-là un hold-up. Ça s'est passé dans une rue où il y avait un fourgon blindé, une rue où il y avait des banques à Londres. Dans un fourgon blindé, le fourgon blindé et le garde étaient un acteur. Et sur les 5 ou 6 personnes qui étaient à ce stage, je crois que 4, si je me souviens bien, ont fait un hold-up, sans vraiment savoir pourquoi, d'après leur influence. Donc oui, on a un libre arbitre, mais quelque part, on est quand même influencé, nos choix sont influencés par des choses que l'on croit à un certain moment donné. Donc, on peut aller dans une tendance vers un côté, mais on peut changer également de côté. On peut aller dans une bonne direction et puis aller dans une mauvaise ou vice-versa. Donc, on ne peut pas étiqueter une personne comme étant mauvaise ou méchante à partir du moment où cette personne prend des choix ou fait des choix qui sont considérés comme immoraux ou non éthiques. Donc, même si quelque part, vous avez un standard, nous avons un standard de notre société pour ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qu'il ne faut pas faire, on ne peut pas blâmer une personne en tant que personne parce que cette personne ne suit pas ce standard. Il est très important de leur faire comprendre que la façon dont ils ont agi est immorale, ou est mal vue, ou est mauvaise, ou ce que vous voulez. Et que, pour cette raison, ils doivent corriger leur comportement. Il ne faut pas leur dire ou leur faire penser qu'ils sont des mauvaises personnes. Ils ont agi d'une mauvaise façon. Ils ont fait quelque chose de mal. Et que ça n'est pas en leur disant que ils sont mal, ils sont mauvais, que ça changera en fin de compte quoi que ce soit. Si la personne dit j'ai agi de mauvaise façon, de façon immorale, et donc je suis vraiment pourri, je suis vraiment ceci, cela, il risque parfaitement d'arriver dans une situation de défense, d'autodéfense, etc., qui va donc le dévaluer, et puis il risque de tomber dans cet abysse quelque part et d'y rester. Donc, autre côté négatif de cette façon de penser, c'est que si nous, en tant que personne, et nous on sait bien qu'on est sympa en fin de compte, je suis pas sociopathe, vous non plus, enfin j'imagine, donc nous sommes des bonnes personnes, à la base, on aime bien faire plaisir aux gens, il y a des gens qu'on aime bien, il y a des gens qu'on n'aime pas, etc. Mais on ne peut pas éviter de temps à autre de faire quelque chose qui peut avoir des conséquences très négatives sur la vie de quelqu'un d'autre, par exemple. Ça peut être quelque chose qu'on a fait sciemment parce que cette personne nous a fait du mal et on veut lui rendre l'appareil sans vraiment avoir mesuré les conséquences possibles ou ce qui pouvait arriver ou le mal que ça peut faire. Donc, quand on a ce concept de blâme, quand on dévalue toute la personne à partir de quelque chose de mal fait, si moi je fais cette même erreur, et comme je sais que je ne suis pas une mauvaise personne,
ça va plus cadrer. Là, je vais être déséquilibré. Je vais dire, mais comment je vais m'en sortir de ce truc-là? Donc, dans ce cas-là, je vais plus facilement refuser d'avoir commis ces erreurs et puis de donner la faute à quelqu'un d'autre ou à quelque chose, ou c'était les circonstances, mais je me suis mis en colère et j'ai dépassé les bornes parce qu'il a dit ceci ou elle a fait cela, etc. Enfin bref, c'est pas de ma faute, quelque part. Et dans ce cas-là, je vais blâmer les autres. Et comme je blâme les autres, je ne vais pas réparer cette erreur, je ne vais rien apprendre et je ne vais pas évoluer. Donc, ça c'est l'un des côtés très négatifs et le plus courant, et c'est quelque chose d'ailleurs qui prouve bien que c'est une idée rationnelle à la base. De plus, si on culpabilise ou si on se blâme pour avoir commis une erreur, eh ben, on risque quelque part d'angoisser terriblement et après on va plus s'engager dans quoi que ce soit pour justement, au risque si on fait une erreur ou si on se plante, je ne vais plus pouvoir faire mon choix. Donc, oui, et donc aussi également, blâmer quelqu'un, c'est mettre quelque part en un, dans un paquet, la personne en elle-même, avec ses mauvaises actions, et quelque chose comme si, bon, bah, cette personne, maintenant, elle est pourrie, maintenant, elle est comme ci, elle est comme ça. Et on a, dira-t-on, qualifié une personne comme incurable, quelque part. Or, à part les sociopathes, personne n'est incurable. Et personne reste nécessairement dans ce paquet ou dans ce sac. J'ai travaillé avec des anciens repris de justice que j'ai remis sur le droit chemin. J'ai travaillé avec des anciens toxicomanes qui eux aussi ont une vie totalement positive et tout à fait normale aujourd'hui. Et je peux vous assurer que toute la personne en elle-même, toutes ces personnes-là étaient des personnes, tout comme nous, pas spécialement bonnes, pas spécialement mauvaises, mais qui, à la suite de différents choix et justement à la suite de se blâmer et de se voir de cette façon-là, se sont engagés sur une mauvaise route. Et une fois qu'on y est engagé, c'est très difficile ou ça peut être très difficile d'en ressortir. Autre principe pour les raisons pour lesquelles c'est une idée rationnelle, c'est que lorsque l'on blâme les autres, ça veut dire qu'on va se comporter ou on va ressentir des sentiments hostiles par rapport à cette personne, on va être en colère, et puis quelque part ça fait un petit peu divin, vous voyez, parce que ça fait un petit peu le truc du genre, ben je n'aime pas que cette façon, j'aime pas ce qu'il me dit, et parce que j'aime pas ce qu'il me dit, il ne doit pas me le dire. Quelque part, quand je me mets en colère, si quelqu'un dit quelque chose et que je me mets en colère, c'est parce qu'il me dit quelque chose que j'aime pas, je peux le trouver blessant ou insultant ou ce que vous voulez, et parce que je le trouve insultant, je veux lui interdire de me le dire. Et ça, vraiment, ça tient pas debout. Donc, quelque part, quand on commence à blâmer les autres et quand on commence à devenir hostile, on a aussi un petit peu cette idée presque divine qu'on est la personne qui peut décider ce que les autres peuvent dire ou faire ou comment ils doivent se comporter envers nous. Et en règle générale, cette colère, quelque part, ça se transforme en une hostilité relativement générale. Et après ça, il peut y avoir un tas de situations, parce que l'autre, une fois que moi je réagis de façon violente, et ben lui, il peut risquer parfaitement de continuer ce qu'il fait, ou même de le faire encore pire, pour vraiment me faire exploser. Et puis, je vais faire quelque chose qui ne va pas lui plaire, pour le mettre en colère, lui et l'autre, etc. Et puis comme ça, et ben les choses se développent en dispute, en bagarre, en plein d'autres choses, même beaucoup plus désagréables et beaucoup plus importantes pour le monde actuel que l'on pourrait le croire. Et encore une raison la raison numéro 7, pour laquelle c'est une idée rationnelle de blâmer, c'est que lorsque vous jugez donc les autres en tant que personnes totales, toute leur personnalité, pour leurs mauvaises actions, eh ben vous aurez donc cette tendance à utiliser ces mêmes standards sur vous-même et le plus souvent même, vous allez les utiliser encore plus fort sur vous. Et quelque part, ça tourne un petit peu en rond. Et on revient donc sur cette idée, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, que justement, dans ce cas-là, on risque ou de se déresponsabiliser, ou alors d'accuser les autres, etc. Une autre idée,
c'est que donc ce principe de je suis nul, je suis méchant, je suis incapable, je vaux rien, j'ai jamais rien su faire, j'ai jamais rien fait de ma vie, je ferai jamais rien de ma vie, blablabla, bla, c'est pas vérifiable. Enfin, comme je vous l'ai dit plus tôt, je travaille avec la psychologie cognitive et puis donc on travaille de façon relativement scientifique. Et donc, avant qu'on puisse dire que telle chose est exacte, on essaye de le vérifier de façon scientifique, de voir si telle chose mène à ceci et cela, etc. Et personnellement, ben non. Il y a plein d'exemples de personnes qui se croient nulles mais qui ne le sont pas, qui se croient méchantes mais qui ne le sont pas, et vice-versa. Hein. Il y en a aussi qui se la pètent dans l'autre sens. Mais quelque part, c'est totalement invérifiable ce genre de choses. Scientifiquement, c'est totalement débile. Autant on peut prouver qu'un comportement est immoral, est mauvais, est ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas prouver que la personne en elle-même est immorale. Et même un sociopathe, quelque part, parce que le sociopathe n'est pas moral du tout, c'est un principe qu'il ne connaît pas du tout, donc il ne peut pas être immoral non plus. Parce que quand on commence à juger une personne comme immorale à cause de certains de ses actes, on part donc du principe que, si c'est nous-mêmes, si on est une personne qui est immorale, donc si on se juge comme ça veut dire qu'on a mal agi pour une raison X ou Y, parce que si c'est bien notre responsabilité, nous avons quand même fait ce choix par rapport à certains éléments que nous trouvions importants, mais on a donc mal agi, et ça veut dire, si on est immoral, qu'on va toujours mal agir, et qu'on ne sait seulement, on sait que mal agir quelque part. Et donc, comme on agit toujours mal, on mérite donc les pires des choses parce qu'on agit mal. Quelque part, on s'auto-flagelle. Et en fin de compte, quelque part, ça tourne un petit peu en rond, ce genre de truc. Parce que, j'ai mal agi, flagelle. Après un certain temps, on va passer à autre chose, mais on va y aller à... on ne va pas avoir beaucoup de motivation. Et puis, comme on part du principe qu'on agit toujours mal, on va le plus probablement se planter ou prendre une mauvaise décision. Eh bien oui, mais là, tu vois, ça se vérifie, je agis toujours mal, etc. Flagelle. Et comme ça, on n'avance pas en tournant. Alors, que faire dans ce genre de situation ? Le principe que je viens de vous donner, j'ai mal agi, donc ça veut dire que j'agirai toujours mal, je suis mauvais, je suis nul, Vous pouvez remplacer mauvais par nul, c'est un mot que j'entends très souvent et que j'ai entendu très souvent à un moment donné, même au début où j'étais arrivé en France, j'ai donc habité en France de 2000 en 2011, j'enseignais au début l'informatique. Et le nombre de personnes qui me disaient « Oh je suis nul, de toute façon, je ne comprendrai rien ». Et on se dit « Mon pote, si tu pars comme ça, ça c'est un fait, je peux t'assurer, tu ne comprendras rien ». Et puis, il y a d'autres personnes qui, elles, tentaient le coup, faisaient des erreurs, faisaient des conneries, etc., mais apprenaient. Donc, quelque part, ce « je suis nul », c'est quelque chose que j'ai vraiment entendu beaucoup, et je dirais que je crois que c'est l'un des plus utilisés, plus que je suis mauvais ou etc. Mais c'est plutôt je suis nul. Je crois que c'est un très populaire, c'est un jugement très populaire. Mais à part ça, on veut pas que les autres nous jugent. Hein. Donc, ce principe de se dire je suis nul, je serai toujours nul, etc. Donc, c'était le principe un petit peu auparavant. Il faut le changer dans quelque chose de plus rationnel, qui est j'ai probablement mal agi, parce que encore une fois. Une décision que vous avez prise hier ou il y a 10 ans, par exemple, peut s'avérer totalement fausse et vraiment une grosse connerie. On peut se dire, là, je me suis vraiment planté. Et ça peut vraiment être quelque chose de très important. Ça peut être par rapport à élever vos enfants, par rapport à un divorce, par rapport à des trucs qui peuvent quand même être très costauds. Et si on se dit, oui, mais tu vois, je suis nul parce qu'à l'époque, j'aurais dû faire ça et je ne l'ai pas fait, je ne vaux vraiment rien, j'ai aucune valeur, etc. Mais quelque part, ce n'est pas vrai parce que lorsque on a agi, il y a 10 ans, on a agi avec les connaissances qu'on avait il y a 10 ans, dans la situation dans laquelle on était il y a 10 ans, avec les
connaissance, l'état d'esprit, la société dans laquelle on vivait il y a 10 ans. Et la société, il y a 10 ans, c'était pas la même qu'aujourd'hui. Et donc, on a pris une décision qu'on pensait être la bonne, ou alors, en tout cas, dont on n'avait pas vraiment mesuré les conséquences, et qui s'est avérée être totalement plantée, quoi, et avoir vraiment une très mauvais résultat. Et à l'inverse, si vous y réfléchissez bien, il y a aussi pas mal de choses dans notre vie qui sont arrivées aussi il y a des années, et où au moment où elles sont arrivées, on s'est dit là c'est la grosse catastrophe, c'est vraiment le gros truc, la grosse merde, et en fin de compte, quelque part, ça a été un coup de bol, si on y réfléchit bien. Donc quelque part, quand on agit, il faut toujours voir le passé, pourra-t-on dire, dans les limbes du passé, avec la personne qu'on était à cette période, avec les idées qu'on avait à cette période. Et oui, peut-être que certaines des idées qu'on avait, on les a plus aujourd'hui. Et les idées qu'on a aujourd'hui, on les aura peut-être plus demain. On évolue, heureusement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire « j'ai mal agi », mais j'ai probablement mal agi. J'ai probablement mal agi parce que vis-à-vis de la situation, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Et donc, B, tout le monde agit mal fréquemment. Si vous y réfléchissez bien, ça arrive à tout le monde plusieurs fois par jour. Bien entendu, ce n'est pas toujours les grosses catastrophes, mais c'est plein de petits trucs. Mais tout le monde agit mal fréquemment. Donc, où ai-je mal agi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et qu'est-ce que je dois faire pour corriger le tir la prochaine fois pour ne pas refaire la même erreur? Et je vais vous donner un truc, en tout cas, ce n'est pas de se blâmer ou d'essayer de trouver un coupable, que ce soit nous ou les autres. Donc, voyez où est votre erreur, voyez où on a mal agi, de quoi on avait peur, ce qu'on a voulu éviter, ce qu'on a cru faire, etc., etc. Et puis, une fois que vous avez donc pris la décision, donc corrigez le tir. Il n'est pas suffisant de se dire bon, la prochaine fois je ne le ferai pas, sans réfléchir à ce que la prochaine fois, qu'est-ce que vous voulez faire la prochaine fois? Comment pourriez-vous utiliser cette erreur pour éviter de la refaire? Ok? Chose extrêmement importante également, il est important de faire la différence entre la responsabilité et la culpabilité. On a la responsabilité, nous avons la responsabilité de nos actes. C'est-à-dire qu'on peut agir autrement, on aurait pu faire un autre choix. On est d'accord, on est influencé par pas mal de choses, comme je l'ai dit plus tôt. Le libre arbitre, c'est à prendre avec certaines modifications, mais on aurait pu agir autrement. Le plus souvent, on peut. Ça aurait peut-être été plus difficile, ça aurait peut-être apporté d'autres problèmes, d'autres solutions, etc. Mais on aurait pu agir autrement. Donc ça, on a la responsabilité de ces actes. Mais on n'est pas une personne coupable en tant que personne. Ça n'est pas parce que l'on a fait une erreur, quelle que soit la gravité de cette erreur, que l'on est coupable en tant que personne. En gros, on pourra dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a volé que c'est un voleur. Ce n'est pas parce que quelqu'un a tué que c'est un meurtrier. Non. C'est quelqu'un qui a volé. Et c'est quelqu'un, il faudrait mieux qu'il arrête de voler, et dans ce cas-là, lui faire changer de comportement, mais ça ne sert à rien de l'accuser d'être en tant que personne coupable et être voleur. Parce que si on commence à lui mettre une étiquette de voleur, il y a plus de probabilités pour qu'il reste voleur, puisqu'il l'est. Qu'il reste meurtrier, puisqu'il l'est. Qu'il reste camé, puisqu'il l'est. Qu'il reste toxicomane, puisqu'il l'est. Bref, ne pas enfermer les gens, les autres et soi-même dans une petite boîte avec une étiquette. Donc vous, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce que vous avez fait telle ou telle erreur que vous êtes comme ci et comme ça. Vous êtes une personne qui a fait telle ou telle erreur. Vous n'êtes pas non plus une mère, vous êtes une femme qui a eu un enfant. Parce qu'une mère, c'est aussi, là aussi, tout un magma de choses, une bonne mère, une mauvaise mère, une bonne mère ne fait pas ceci, une bonne mère ne fait pas cela, etc. Père, c'est exactement la même chose. Vous êtes père de votre enfant, mais vous n'êtes pas un père.
Ma profession, c'est psy, mais je ne suis pas psy. Vous ne vous imaginez quand même pas que je suis comme ça tout le long du temps, avec ma femme, avec mes amis ou autre chose. Je suis heureusement plus que ça. Et vous aussi, vous êtes plus que ça. Lorsque vous flippez pour une raison ou pour une autre, quoi qu'il arrive, parce que des fois on réagit un petit peu rapidement, utilisez quelques minutes pour vous arrêter et vous dire ouais, là c'est peut-être moi qui suis un petit peu perfectionniste. Tiens, il y a Eva qui me dit ne dit-on pas qui vole un œuf vole un bœuf? Si, on le dit, mais je suis toujours pas d'accord avec ce principe. Parce que c'est justement pas vrai. Parce que je connais beaucoup de personnes qui ont volé un œuf, mais qui n'ont jamais volé un bœuf. Lorsque donc vous mettez en colère, donc c'est à ce moment-là où il faut s'arrêter et faire un petit peu le point. Et voyez si quelque part, plutôt que de juger la personne, parce que quand vous vous mettez en colère, c'est parce que vous jugez la personne comme méchante, comme ceci, comme cela, ce que vous voulez, stoppez et voyez plutôt si vous pouvez persuader l'autre à arrêter de faire quelque part ce qui vous fait flipper ou ce qui vous fait mal ou ce qui vous blesse, etc. Si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire que d'accepter cette personne avec cette qualité ou éventuellement d'essayer d'éviter cette personne si c'est possible. Pour finir, voici un petit exemple que j'utilise pour faire comprendre ces choses généralement à mes clients. Le cercle bleu que je fais là sur l'écran, c'est une personne. Ça peut être n'importe qui. Maintenant, qu'est-ce qui fait que cette personne, ce cercle, est différent des autres cercles? Bien entendu, ça va être la couleur au premier abord, mais bon, ça on s'en fout, c'est tout à fait par hasard. Il est bleu, je ne connais pas de bleu. Et puis je ne m'intéresse pas au foot. Donc, ce qui forme cette personne, ce qui rend cette personne différente, ça va être, par exemple, le matériel génétique dont elle est composée. Et donc, je fais des petits points dans ce cercle. Vous voyez que j'ai placé des petits points blancs. Les gènes sont tous différents les uns des autres, donc on aura tous nos petits points blancs, différents endroits dans le cercle. Et puis il va y avoir notre façon de penser, par exemple, notre façon d'être. Bon, ça beaucoup d'entrées génétiques. Mais sans ça, à part ça, on va dire, par exemple, il va y avoir notre évolution, il va y avoir notre enfance, l'environnement dans lequel nous avons été élevés. Et donc là, par exemple, j'ai fait plein de petits points verts. Et ça aussi, ces points verts, ils vont être différents. Et ils vont être différents des choses que l'on a fait, que l'on a vécues, etc. Et puis, il va y avoir toutes les actions que nous avons faites, toutes les expériences que nous avons faites. Alors là, par exemple, j'ai mis des petits points rouges. Et ça, les expériences, il peut y en avoir plein. Donc là, j'en ai mis des bleus. Et tous les jours, nous faisons des actions. Tous les jours, nous faisons de nouvelles expériences. Vous êtes bien d'accord? Tous les jours, nous faisons des milliers de choses. Si vraiment vous comptez se lever comme une chose, s'habiller comme une autre, etc., etc. Enfin bref, on fait plein de trucs. Et certaines de ces choses sont importantes et certaines de ces choses ne le sont pas. Certaines des choses que nous faisons, elles sont bonnes. Certaines d'autres choses que nous faisons, elles sont neutres. C'est la plupart d'entre elles, en fin de compte. Et puis certaines des actions que nous faisons, elles sont négatives. On va faire des bêtises, on va blesser les autres, on va faire des erreurs. Si vous voyez toute votre personnalité avec toutes les expériences que vous avez faites tout au long de votre vie, bon maintenant je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi je vais faire mes 53 ans de 6 du mois prochain. En 53 ans, j'en ai quand même fait pas mal. Et des bonnes, et des mauvaises, et des conneries, etc. Des vertes et des pas mûres, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, etc. Et tous, nous en avons tous fait. Maintenant, si vous regardez vraiment toutes les choses que vous avez faites, vraiment toutes, quelle partie de ces choses était seulement extrêmement négative? C'est-à-dire
Toutes les bonnes choses, on n'en parle pas. Toutes les choses neutres, on n'en parle pas du tout. Mais on ne parle que des choses vraiment négatives que vous avez faites. Vraiment les grosses choses négatives. Ben, en fin de compte, si on y réfléchit bien, ouais, là j'ai fait un cercle qui représente à peu près ça. Il n'est pas très gros, c'est vrai qu'il pourrait y avoir 8 ou 10 cercles comme ça dans ce cercle. Mais si on veut vraiment voir les choses vraiment négatives, une personne qui a autant de choses négatives à se reprocher, c'est quand même beaucoup, si on y réfléchit bien. La plupart d'entre nous, on en a 2 ou 3, 5 ou 6, que vous voulez, mais enfin, c'est vraiment pas beaucoup. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de faire un exercice de visualisation. Plutôt qu'une personne, ce beau cercle bleu, là, on va dire que c'est une patate, une pomme de terre. Et on va dire que ce gros point noir, là, ben, c'est une tache noire sur la pomme de terre. Maintenant, je ne sais pas avec vous, hein, mais moi, quand je cuisine beaucoup, mais moi, quand par exemple, je pèle mes patates, si je vois un gros point noir comme ça, est-ce que je vais jeter la patate? Est-ce que vous la jetez? Ah non. On le coupe avec le couteau, on le met à la poubelle et puis on utilise le reste de la pomme de terre, quoi. Bon, on coupe un petit peu autour aussi pour être sûr d'avoir pris tout le noir. Mais bon, on ne va pas dire que la pomme de terre est pourrie. Bon, bah non. Avant qu'elle soit pourrie, il faut vraiment qu'elle soit toute noire, quoi. Vraiment jusqu'au noyau, ou jusqu'au centre. Eh bien, avec nous, les êtres humains, c'est exactement la même chose. Ça n'est pas parce que certaines de nos actions ont été pourries que toute la patate est pourrie, et que nous sommes pourris jusqu'au centre, que nous sommes pourris dans notre être intérieur. C'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a fait certaines choses qui sont vraiment nulles, et vraiment nulles, c'est pas pour ça qu'on est nul. Il est très important de faire la différence entre la personne avec toutes ses qualités, et là je parle de qualité en tant que description, hein, pas en tant que qualité à l'envers de défaut. Mais on ne peut pas prendre la personne avec toutes ses qualités et la réduire à une seule de ses qualités. Votre chef peut être parfaitement pourri avec vous au travail et peut être un homme aimant et super sympa, etc. Je me souviens, j'avais un copain qui était comme ça, en tant que pote. Il était vraiment super, c'était vraiment le super pote, il était vraiment très sympa. Mais bosser avec, c'était vraiment impossible, quoi. Les gens en avaient horreur. Il était hautain, il était ceci, il était cela. Mais il était comme ça. Donc il était vraiment très très différent. Enfin, si j'avais dit ma description de cet homme-là à des personnes qui bossaient avec lui, ils ne l'auraient pas reconnu, et vice-versa. Donc on ne peut pas réduire toute une personne à une de ses qualités, peu importe la négativité de cette qualité, et peu importe la positivité de cette qualité également. Donc, pour arrêter le blâme, pour arrêter la culpabilité, il faut arrêter de se réduire à une ou deux erreurs, ou même plusieurs que l'on a fait. Il faut arrêter de se réduire à certaines choses qui ont été négatives, et il faut arrêter de voir toute la pomme de terre rien que comme un trou pourri, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. C'était les mots pour cette fois, comme on dit en danois. C'était donc le webinaire de cette fois. Cette fois-ci, ça a bien marché avec le son, c'est bien, je suis content, parce que sans ça, je suis vraiment nul. Mais de toute façon, c'était pas de ma faute, hein. Bon, mais sans ça, je vous retrouve donc d'ici une petite quinzaine de jours avec un autre webinaire. Si vous avez des idées, si vous aimeriez bien parler d'un sujet, n'hésitez pas à m'envoyer vos propositions à cyril@malka.fr. Et puis, je verrai ce que je peux faire pour vous. Et surtout, ne m'appelez jamais Monsieur Malka. J'ai toujours un peu l'impression que c'est le fisc qui me parle quand je lis Monsieur Malka. Donc, contentez-vous de m'appeler Cyril, c'est très bien comme ça me va très bien. On peut vous voyez ça, parfait. Mais please, pas de Monsieur Malka. Et donc, à bientôt, à d'ici une quinzaine de jours. Au revoir et bonne soirée. Au revoir.